Les troubles musculo-squelettiques, un fléau omniprésent dans nos entreprises touchant des milliers de travailleurs chaque année. À La Réunion, un dispositif novateur a vu le jour pour inverser la tendance et améliorer les conditions de travail. Nous avons le plaisir de recevoir le docteur Jean-Noël Amato, psychologue du travail à l'ARACT, ergonome européen, pour nous éclairer sur les enjeux, les solutions et l'impact de ces initiatives. Quels sont les défis et les espoirs pour mieux prévenir les TMS ? Restez avec nous, vous serez surpris par ce que vous allez apprendre. Nous poursuivons donc cette série avec cette deuxième partie sur les troubles musculo-squelettiques, un fléau omniprésent dans nos entreprises. Pour cela, nous recevons le docteur Jean-Noël Amato, psychologue du travail. Vous êtes ergonome européen, c'est important de le signaler, certifié. C'est un métier qui a aujourd'hui une reconnaissance à l'échelle européenne. C'est un métier qui peut se déployer moyennant ces reconnaissances. Donc nous avons déjà eu une première partie de l'émission. Pour les personnes qui n'auraient pas abordé, qui n'auraient pas suivi la première émission, est-ce qu'on peut revenir sur cette notion de TMS ? Qu'est-ce qu'on appelle les musculo-squelettiques ? Alors en fait, c'est vraiment toutes les atteintes donc musculaires, squelettiques, qui sont liées au mouvement, donc à la répétition des mouvements, au port de charge, et également comme facteur aggravant aux vibrations. Alors vibrations avec les machines-outils, donc vibrations de la main et du poignet jusqu'au coude, ou pour certains métiers aussi des vibrations corps entier, qui sont un facteur aggravant, mais c'est vraiment toutes les atteintes du système squelettique et qui vont porter atteinte aussi au mouvement que pourraient faire les salariés. Donc, dans un contexte professionnel. Et puis, on a vraiment les plus connus, c'est le canal carpien. Voilà, le canal carpien. Et puis les lombalgies, quand on dit j'en ai plein le dos. Mais on a vu que, notamment à travers le premier épisode, que vous avez donc mentionné cette revue de littérature qui porte sur 50 années de recherche, 474 articles, où on voit apparaître effectivement des pathologies qui touchent aussi bien les épaules, le cou, les genoux. Enfin bref, n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir cette première partie si vous le souhaitez. Alors poursuivons, puisque cette deuxième partie va se concentrer sur le cas particulier de La Réunion. C'est ça. Alors vraiment, ce qu'on a à La Réunion et comment ça se passe à La Réunion. Et du coup, comme ça, je vous présenterai deux éléments innovants à La Réunion. Je vous en dis pas plus, le teaser. Donc, la dernière fois, on s'était quitté sur les principales pathologies reconnues à La Réunion. Donc, voilà, c'est une petite île, donc on n'a pas non plus des nombres qui sont astronomiques comme on avait dans l'Hexagone. Donc on a quand même 311 maladies professionnelles reconnues, 275 troubles musculo-squelettiques, et puis je voulais faire aussi ressortir les 28 pathologies hors tableau, qui sont vraiment les pathologies, les cancers cutanés liés à l'exposition au soleil UV. Pour les couvreurs, les personnes qui travaillent à l'extérieur, sur les chantiers, etc. Voilà, dans le BTP, sur la nouvelle route du littoral. Alors même si la nouvelle route du littoral, ils étaient quand même bien équipés, il y a des petits chantiers où ils le sont bien même pour moins. les yeux, d'ailleurs, souvent on oublie les yeux, mais les protections solaires, par exemple. Donc on a des émissions, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sur les risques aussi liés au soleil à La Réunion avec le docteur Antoine Bertolotti. C'est ça. Et du coup, à la Réunion, alors, j'ai pas le droit de faire de la pub, mais je peux le dire quand même. Il y a un magasin à Saint-Denis où maintenant on peut faire des verres solaires professionnels. Avant, il fallait commander dans l'Hexagone et faire venir. Aujourd'hui, on a la possibilité de le faire à La Réunion, voilà, à Saint-Denis. D'accord, très bien, merci beaucoup. Donc, sur cette répartition sur les différentes pathologies, donc on a les TMS, ça représente quand même 88% des pathologies professionnelles en 2022. Les fameuses maladies hors tableau, donc 9%, quasiment 10%, une pathologie sur 10. Quand même. Bon. Voilà. Et du coup, là, on a les données en 2022. Précédemment, et j'avais terminé par « Hey, j'ai aussi les données en 2021 » et on voit qu'il y a une diminution
de ces troubles musculo-squelettiques. On passait de 350 de mémoire à 275, donc quand même une belle diminution. Et en fait, j'ai réussi à retrouver les données de 2019, et en fait, on a un peu une stabilité des troubles musculo-squelettiques. En 2019, donc c'est les barres jaunes, on était à 278 pathologies professionnelles qui étaient liées à des TMS. En 2022, on est à 275, donc on a un nombre qui se stabilise. Et puis en 2021, finalement, on est monté à 327. Alors pourquoi ce nombre en 2021 ? Alors il y a plusieurs effets. Le premier effet, c'est l'effet 2020, l'effet crise sanitaire, confinement, où les données explosent un peu trop. Et puis à La Réunion, en fait, la crise sanitaire s'est poursuivie aussi sur 2021. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a eu quand même des couvre-feux, des périodes de résurgence avec des nouveaux variants qui apparaissaient, qui se sont un peu plus prolongés à La Réunion que dans l'Hexagone. Donc, du coup, une stabilité de ces différentes pathologies. Après, on peut aller un peu plus fouiller et savoir quels sont les facteurs qui sont les secteurs, qui sont les plus impactés. Tout à l'heure, on disait le BTP pour les UV. Alors, clairement, oui. Mais pour les TMS, quels sont les secteurs qui sont le plus touchés à La Réunion ? Et du coup, le découpage de la CGSS, donc il y a l'alimentation, bâtiments, travaux publics, et puis du coup, il y a une division en activités de service. Alors, deux types d'activités de service. Les activités de service vraiment tertiaires, banque, assurance, administration, et puis l'activité de service 2, qui est le travail temporaire, mais aussi dans lequel on va retrouver l'action sociale, l'aide à domicile, le nettoyage. Et c'est là qu'apparaît en fait une explosion des troubles musculo-squelettiques dans ce type de service, le service 2. Donc le travail intérimaire, il y a des dispositifs et des programmes de suivi des intérimaires. On essaie maintenant de prévenir les accidents au maximum et puis du coup prévenir aussi les troubles musculo-squelettiques. Mais c'est vraiment c'est un secteur identifié et ciblé sur les actions de la CGSS, ils essaient au maximum. Ils sont identifiés en tous les cas comme les secteurs les plus à risque. Clairement, oui. Très bien. Alors donc il y a un plan régional. Donc pour cela, il y a, j'imagine, pour prévenir, parce que finalement vous l'avez explicité lors de la première causerie, mais la prévention pour diminuer justement l'impact de ces risques sur le quotidien. C'est ça. Alors il y a ce qu'on appelle le PRST, c'est le plan régional de santé au travail. Donc il est là pour 2021-2025, donc on est sur l'année de bilan et puis on prépare du coup le PRST 5, donc qui va être 2025-2029 et alors ce plan régional en fait c'est la déclinaison du PST, un plan santé au travail national. Alors il y en a deux. Il y a le plan santé au travail national pour le secteur privé et il y a aussi pour l'administration. Et du coup, dans ces deux plans nationaux, donc il y a un certain nombre de fiches actions. Et puis du coup, au niveau régional, c'est piloté donc soit par la DETS, soit par... alors, à La Réunion, c'est piloté par nous et la DETS, mais ça peut être piloté par la DETS, c'est la direction de l'emploi c'est ça, du travail et des solidarités. Et donc du coup, voilà, c'est un copilotage. Et on a choisi du coup 11 actions parmi toutes les actions du PST qui vont de la promotion de la prévention jusqu'à des actions plus spécifiques et plus ciblées sur les particuliers employeurs. Parce que du coup, on a vu que précédemment, l'activité de service 2, donc le nettoyage, l'aide à domicile, c'était là où on avait le plus de TMS. On a essayé sur 2021-2025, on a essayé de cibler les particuliers employeurs et l'aide à domicile. Donc voilà. Et là, du coup, je vais vous parler, du coup, je vous avais dit, dans ces PST, dans ces PRST, parce que le PST, c'est juste les fiches actions et les grandes directions.
les PRST, on commence par ce qu'on appelle le diagnostic territorial, donc où on en est, d'où on part, et on va essayer de voir. Donc là, on a commencé dernièrement avec les partenaires de la prévention à mettre en place le diagnostic territorial à 2025-2024 à La Réunion. Et donc, du coup, dans le PRST, d'où on part? On part des données de 2019 et on a pareil, donc le nombre d'accidents au travail. Sur le petit graphique qu'on peut voir là à l'écran, donc les données, c'est la CGSS Réunion, et on retrouve du coup la manutention manuelle, la chute de plein pied. Dernièrement, au dernier épisode, je vous avais montré du coup le petit graphique où il y avait 50% de TMS qui étaient liés à la manutention manuelle, et puis un petit 30% de TMS qui étaient liés aux chutes de plein pied ou chutes de hauteur. On va retrouver donc du coup à La Réunion les agressions. Sont prises en compte également les agressions par les animaux. D'accord, mais des agressions, ah oui, c'est parce qu'on ne l'a pas vu apparaître, on ne le voit pas apparaître. Alors en fait, général, ça apparaît dans les risques psychosociaux. Ah, c'est plus les risques psychosociaux, d'accord, très bien. Et puis après, on a d'autres. Le rapport, quelquefois, les interactions avec le public, ce genre de choses, en fait. Il peut y avoir, pour le coup, là, ça peut engendrer des troubles musculo-squelettiques, en fait. C'est ça. Toujours dans le diagnostic territorial, et donc là du coup on va plus sur l'observatoire des inaptitudes, et on a un résultat quand même qui est flagrant, c'est la répartition des salariés inaptes par tranche d'âge. Et du coup les inaptitudes, alors pour les moins de 30 ans, ça touche 8% des moins de 30 ans, mais l'inaptitude, en fait on a quasiment un salarié sur deux de plus de 50 ans donc là c'est entre 2016 et 2018, qui a été déclaré inapte au travail. Alors on reviendra un petit peu après sur les inaptitudes. Il y a différents degrés d'inaptituité. Quand je vais vous décrire du coup tout à l'heure le guide maintien en emploi de La Réunion, qui est sorti cet hiver, au mois de décembre, du coup, donc cet été, qui est sorti au mois de décembre 2024. Je reviendrai un petit peu sur les différents degrés d'inaptitude. Mais voilà, en fait, personne n'est épargné par les TMS, et plus on vieillit, plus elles vont avoir un impact important. Très bien, donc ça c'est le plan régional de santé. L'ensemble de ces chiffres sont accessibles. J'imagine que ce plan est téléchargeable sur le site du ministère du Travail, oui, sur le site de la DETS. Vous mettez PRST 4 Réunion, et du coup vous avez directement. Alors vous l'avez sur le site de la DETS Réunion. Il est également sur notre page régionale ARACT Réunion. On peut le retrouver. Ça reste des données publiques. Et du coup, par contre, les bilans, je ne sais pas s'ils sont publics, ou je crois qu'ils sont décalés dans le temps. Alors, sur les catégories socio-professionnelles maintenant, là, je pense que vous avez aussi des informations intéressantes. C'est ça. Donc là, après, on a vraiment été poursuivre l'investigation sur les inaptitudes. Et donc là, sur les inaptitudes, on retrouve à nouveau donc, ceux qui ont des conditions de travail qui sont quand même les plus difficiles. Ce sont les employés et les ouvriers qui ont le plus d'inaptitude par rapport aux techniciens de maîtrise, où on retrouve des cadres, le travail sur ordinateur et la sédentarité. Le stress, je pense qu'il peut y avoir des choses qui sont liées au stress aussi, peut-être. Mais voilà, ça peut être également lié au stress. Donc, et là, du coup, les chiffres, c'est ramené sur un échantillon de 1000 salariés, mais on voit bien quand même qu'il y a une surreprésentation des employés et des ouvriers sur les inaptitudes. Donc toujours sur ce diagnostic territorial. Maintenant, le type d'entreprise, qu'est-ce qu'on peut... Est-ce que ce sont plutôt les grandes entreprises, les petites entreprises? Est-ce que les politiques de prévention sont menées de façon équitable ou égale en fonction de la taille de l'entreprise?
Alors, c'est ça. On est allé voir en fonction de la taille des entreprises. Alors, malheureusement, les politiques de prévention ne sont pas équitables en fonction des tailles des entreprises. Je le lisais du coup ce midi même, il y a une étude de la DARES qui est sortie montrant en fait que les entreprises de plus de 50 salariés qui doivent obligatoirement avoir un CSE, finalement, ces entreprises-là mettent en place des mesures de prévention beaucoup plus efficacement, mais en tout cas sont obligés de le Il y a une obligation pour le coup, là c'est une obligation réglementaire, on va dire. Alors que les TPE, PME, alors plutôt les TPE, parce que les PME ça va jusqu'à 250 salariés, donc forcément il y a des PME qui vont avoir des CSE, mais de 0 à 49 salariés, c'est un peu difficile. Donc nous à La Réunion, on a surtout donc une majorité d'entreprises de moins de 11 salariés qui sont concernées par les inaptitudes. Pareil, on va retrouver aussi tout de suite après les 11 à 49 salariés. On a divisé par cette obligation de mise en place du CSE. Et puis les 50 salariés ou plus, finalement, quand même 2 fois moins que les moins de 11 salariés. Enfin, 2 fois moins d'inaptitudes. 2 fois moins d'inaptitudes identifiées que pour... Donc, les chiffres sont donnés pour 1000 salariés. C'est un rapport pour 1000 salariés. C'est ça. Donc, en fait, effectivement, ça, c'est ce qui nous permet d'enchaîner et de regarder un petit peu comment se répartit effectivement par secteur d'activité ces inaptitudes. Alors... Là, on est toujours par taille d'entreprise sur le prochain graphique, mais parce que je voulais vraiment revenir sur La Réunion, où on en est. Je vous avais dit, donc, plus de 50 salariés, obligation d'un CSE et finalement des mesures de prévention mises en place un peu obligatoirement, mais en tout cas qui montrent quand même leur efficacité. On a 2 fois moins d'inaptitudes que pour les entreprises de moins de 11 salariés. Et là, c'est toute la difficulté qu'on a à La Réunion. C'est que les entreprises avec moins de 10 salariés, ça représente 95% des entreprises. En gros, les travailleurs indépendants, donc les entreprises sans salariés, c'est déjà 72% des entreprises déclarées. Et dernièrement, donc, quand je préparais le diagnostic territorial pour le prochain PRST, en fait, j'ai pu avoir accès à une base de données de la région Réunion. Et c'est absolument hallucinant, mais le nombre d'entreprises, en fait, c'est beaucoup plus important. Le nombre d'entreprises de moins de 10 salariés à La Réunion, c'est beaucoup plus que 95% sur les données de la région. C'est dataregion. Oui, c'est ça, dataregionreunion.com. Pour avoir l'ensemble de ces infos, d'ailleurs, vous reprenez dans le tableau précédent, ce qui veut dire qu'on a donc du coup un risque de 2,85 cas d'inaptitude moyen pour 1000 salariés pour ce qui concerne les entreprises de moins de 11 salariés qui représentent la grande majorité. C'est ça. Les 46 000 d'ailleurs, vous le chiffrez, 46 049, je précise pour les personnes qui écoutent cette émission en podcast. Et donc forcément, l'accent sur la prévention, j'imagine que vous allez mettre un focus particulier sur ces très petites entreprises. Alors, c'est clairement notre cible à La Réunion, même sur les dispositifs d'accompagnement. Je vous en parlais dans l'épisode précédent, mais sur les TMS Pro, La Réunion, on a vraiment baissé les seuils. Même les TPE, PME peuvent demander des subventions. En tout cas, pour l'achat de matériel, maintenant, les seuils sont assez bas. Et toutes les entreprises peuvent solliciter TMS Pro. Alors, c'est un dispositif de la CGSS, mais ils peuvent le Donc, pour solliciter. les chefs d'entreprise, n'hésitez pas à solliciter ce dispositif. C'est ça. Alors, toujours sur les... donc, cette fois-ci, donc, précédemment, on était par taille d'entreprise. On retrouve par secteur. Par secteur, on retrouve le même résultat que précédemment, c'est-à-dire que les activités de service, si on réduit la taille de toutes les inaptitudes, si on remet l'échantillon à 1000 salariés, c'est les activités de service qui ont 6,13 inaptitudes pour 1000 salariés. Pour 1000 salariés. Le taux d'inaptitude maximum pour les entreprises de service.
Et puis, du coup, après, c'est l'hébergement-restauration. Hein. Donc, on a en effet beaucoup de... et ça, c'est un secteur qu'on a beaucoup de mal à atteindre. Dernièrement, on était en train de faire différents petits bilans. Mais nous-mêmes, hein, les partenaires de la prévention, en fait, on arrive à toucher pas mal d'entreprises. Mais l'hébergement et la restauration, c'est pas forcément des entreprises qu'on... alors, on aime bien aller au resto pourtant, hein, mais oui. on a du mal à les atteindre. Et puis du coup, on voit bien quand même l'impact aussi des mesures de prévention. Hein, la construction, le BTP, même si sur d'autres facteurs de risque qui sont surexposés, là sur les inaptitudes liées aux troubles musculo-squelettiques, ils sont quand même les plus bas. Il y a quand même pas mal de mesures qui sont... Parce qu'il y a des mesures de prévention qui sont depuis longtemps intégrées beaucoup plus culturellement dans ces entreprises, en fait. C'est ça, oui. Alors donc, poursuivons donc ce diagnostic territorial hein, qui est quand même très, très précis, très exhaustif. C'est ça qui est très large. Alors, les principales pathologies. Voilà, donc les principales pathologies qui engendrent des inaptitudes. On a du coup la souffrance au travail. Donc là, c'est un thème qui est relativement large, mais ça reprend en fait les risques psychosociaux, le stress, le burn-out. Et puis tout d'un coup, on a en deuxième position les atteintes, les troubles des membres supérieurs, les troubles du rachis. Ensuite, on a en quatrième position les troubles mentaux. Alors pour rappel, en 2025, la grande cause nationale, hein, c'est la santé mentale. Et puis, en cinquième position, on trouve les membres inférieurs. Je vous avais dit, par exemple, les données de Amélie sur 2017 disaient le genou, c'est 2% d'atteinte. Et puis, l'étude de mai 2024 sur 50 années de recherche dit, mais finalement, non, le genou, c'est déjà 4%, on double le nombre d'atteintes. Donc là, voilà, clairement, il y a une augmentation des inaptitudes liées au TMS. Alors, on voit quand même apparaître là la notion de souffrance au travail. Donc là, on est sur des risques psychosociaux. Là, on est sur vraiment cette partie du travail qui fait qu'à un moment donné, l'individu, l'humain, souffre psychologiquement. Donc ça, comment est-ce qu'on en a déjà parlé, hein, on renvoie à des émissions sur les risques psychosociaux, mais il faut aussi agir fortement là-dessus pour éviter les TMS. C'est ça. Alors là, ça va être le même principe. Alors nous, en tout cas, l'ARACT est sous la tutelle du ministère du Travail. Hein, donc ce qu'on va privilégier, c'est la prévention primaire et puis du coup une amélioration des conditions de travail et de l'organisation du travail. Dans la définition des TMS, on avait dit l'organisation du travail, voilà, ça peut être un moyen de prévenir les TMS, mais c'est aussi un moyen de prévenir les risques psychosociaux. Et pareil, on est vraiment sur les risques psychosociaux, ils sont bien identifiés. On connaît les risques qui vont engendrer des troubles psychosociaux. Les troubles psychosociaux, ça va être le stress, le burn-out, les violences internes ou externes. Mais voilà, donc les troubles sont bien définis. Et pareil, les risques sont bien définis. Il y a 6 facteurs de risque, de la charge de travail, en charge de travail mentale, jusqu'aux relations sociales. Donc ça, c'est bien maîtrisé. Et à travers une organisation du travail, ou en tout cas une amélioration de l'organisation du travail, on peut réduire ces souffrances au travail sur l'aspect risques psychosociaux. Et ce que je vous disais, c'est vraiment sur les troubles musculo-squelettiques. À l'heure actuelle, on n'a pas de risque musculo-squelettique. On est vraiment sur des troubles. Ils ont mal au dos, ils ont mal aux poignets, ils ont mal aux coudes, ils ont mal aux épaules, ils ont mal au cou. Ils ont mal partout, mais le trouble est installé. On n'a pas de risque musculo-squelettique, oui, c'est ça. Excepté les vibrations. Voilà, mais c'est vraiment presque anecdotique quand on voit comment ça se déclare et comment ça se diffuse. On voit bien que les vibrations, oui, c'est un facteur qui joue, mais il n'y a pas que ce facteur-là. Alors, vous avez, je pense qu'on a là fait un panorama assez complet de l'ensemble jusqu'aux pathologies. On a vu à l'origine de l'inaptitude. Donc pour ça, vous avez aussi
et vous souhaitiez nous parler du guide du maintien en emploi de La Réunion. C'est ça. Alors, donc, le guide maintien en emploi de La Réunion, hein, donc je l'ai ici. Alors, ça, on peut le montrer à la caméra pour le coup. Voilà. Alors, peut-être en enlevant le film plastique, on verra mieux. C'est beaucoup mieux. Guide maintien en emploi dans le secteur privé. Hein, donc, c'est fait par le PRITH. Hein, donc, c'est le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés. C'est porté par l'AGFIP. Alors, je ne sais pas si on le voit bien là. L'AGFIP et le FIP-HFP. C'est deux organismes collecteurs pour la prévention du handicap. Et donc, dans ce guide, alors, il faut le diffuser. On essaie de le diffuser au maximum. Hein, donc, il est en ligne sur la page de l'ARACT Réunion. Il est en ligne sur le site des partenaires de la prévention à La Réunion. Hein, donc, c'est préventionpro974.re. Il faut vraiment y aller. Et en fait, l'idée... Alors, là, pour le moment, je suis le seul à l'avoir en version papier. L'idée, c'est de privilégier la version numérique, puisque avec l'AGFIP, dès qu'on va pouvoir, on va venir le mettre à jour avec des dispositifs vraiment dispositifs pays, des dispositifs locaux à La Réunion. Donc on a vraiment travaillé la mise en page et le contenu. Et il y a vraiment plusieurs points qui sont importants pour la prévention des troubles musculo-squelettiques. Hein. Donc on va retrouver dans le guide maintien en emploi donc l'ensemble des acteurs de l'écosystème prévention du handicap et prévention de l'usure professionnelle. On va retrouver du coup les différentes procédures, les outils, les dispositifs, etc., etc. Mais je vais revenir un peu après dessus. Et on va trouver aussi donc là des associations vraiment spécifiques à La Réunion, mais il y a aussi tout un chapitre qu'on a fait avec la CGSS sur finalement le travailleur indépendant. Je vous ai dit, ça représente 95% des salariés, des salariés, des dirigeants même, puisqu'ils sont travailleurs indépendants. Le guide maintien en emploi, il y a tout un chapitre, alors à la fin du guide, hein, mais en tout cas, voilà, on a tout un chapitre sur le maintien en emploi du travailleur indépendant. Donc voilà, on essaie de répondre à la spécificité du territoire. Ouais. Donc là, je vous ai remis du coup le sommaire. Hein, donc on voit bien donc, tous les acteurs du maintien en emploi. Alors on l'a mis dans l'ordre alphabétique. Donc ça va de l'AGFIP jusqu'au service de prévention et de santé au travail, les SPST. Nous, à La Réunion, on en a deux, hein, Intermetra et SISTBI. Et donc dans l'épisode précédent, je vous avais dit, Intermetra, le 17 janvier 2025, a publié les données des inaptitudes sur La Réunion pour 2024. Donc on a des données vraiment toutes fraîches. Donc voilà. Et ils ont contribué beaucoup aussi à la rédaction de ce guide. Donc on retrouve donc l'ensemble des acteurs, les deux principales procédures. Et là, du coup, c'est là où on reboucle. C'est les deux principales procédures, malheureusement, c'est les inaptitudes ou la RQTH, hein, la reconnaissance qualité travailleur handicapé, qui est donnée par la MDPH. Alors pareil, dans les acteurs, il y a un petit chapitre sur la MDPH, donc c'est Maison départementale du handicap. Donc voilà, donc on retrouve les procédures. Et puis du coup, le premier point, c'est les outils d'analyse de la situation. Et c'est là qu'on va retrouver l'analyse ergonomique, l'étude de poste, et puis après, du coup, des outils un peu plus spécifiques sur l'aménagement du temps de travail, des dispositifs sur la compensation, hein, donc comment la pension d'invalidité, mais aussi l'allocation adulte handicapé. Voilà, on a regroupé l'ensemble des informations. On a essayé de faire des fiches le plus clair et explicite possible. Parmi les mises à jour possibles, hein, on en parlait il y a quelques jours avec la GFIP, c'était de faire peut-être des petits
des petites fiches ou des résumés en français facile à comprendre. Voilà. Mais pour le moment, c'était une idée qu'on a lancée. Je ne sais pas si ça va se faire. En tout cas, moi, je ne suis pas capable de le faire. Mais voilà, ça peut être une idée d'actualisation de ce guide, puisque l'idée, c'est qu'il soit entre le plus de mains possible. Il soit diffusé le plus largement possible, en fait. C'est ça, pour apporter. Parce qu'on a essayé de le faire qu'il apporte le plus de réponses possible. Donc après, il y a les dispositifs de formation. Donc tout à la fin, il y a vraiment ce chapitre important sur le maintien en emploi des travailleurs indépendants. Donc il y a des dispositifs qui sont adaptés pour eux, pour qu'ils puissent poursuivre leur activité. Et du coup, on a essayé de faire quelque chose d'assez interactif. Donc, on a inclus dans le guide maintien en emploi une infographie. Alors, là, je vous la montre. En fait, sur le PDF, elle est en format A3. Il y a 2 grandes parties. Alors, en format A3, tech. Il y a 2 grandes parties. La partie du haut, où on va retrouver l'ensemble des acteurs et puis leur spécificité et leur offre de service. Et puis la partie du bas, c'est ce qui répond aux 2 procédures, les inaptitudes ou les RQTH. Et on a 2 grandes couleurs, le orange et le vert. Le orange, c'est tout ce qui est dispositif qui s'adresse à l'ensemble des salariés. Et le vert, non, je me suis inversé. Le vert, c'est pour l'ensemble des salariés. Dès qu'ils ont été en arrêt maladie, hop, ils peuvent reprendre et du coup, ils peuvent aussi avoir accès à différents petits dispositifs et aménagements. Et puis en orange, c'est vraiment les spécifiques pour les salariés qui ont déjà une reconnaissance travailleur handicapé. Donc voilà, donc ça, ah oui, si, il y avait ça aussi que je voulais montrer, parce que ça, c'est vraiment super. Il y a le défenseur des droits de La Réunion et Mayotte qu'on a sollicité et qui a répondu favorablement à notre demande. Donc, il nous a fait un petit zoom sur l'obligation d'aménagement raisonnable et comment ne pas discriminer. Alors, il nous a proposé... on lui avait proposé d'écrire un petit descriptif. Il existe un guide de l'emploi des personnes en situation de handicap et d'aménagement raisonnable qui a été publié par le Défenseur des droits en 2017. Donc, on a remis le lien vers ce guide et on lui a demandé de le détailler. Et là, il nous a aussi détaillé un peu plus, et c'est vraiment super, en donnant vraiment des exemples sur l'adaptation des horaires, des rythmes de travail, la traduction des consignes de travail, la répartition des tâches. Enfin, il est allé beaucoup plus loin que ce qu'on lui a demandé. Et franchement, c'était super qu'il nous ait répondu. Donc, et tout cela est intégré à ce fameux guide du maintien en emploi de La Réunion 2024-2025. C'est ça, et qui est voué à évoluer et à être encore au plus proche du territoire pour répondre au mieux aux besoins des salariés de La Réunion. Alors, il peut y avoir aussi des études ergonomiques. Comment ça se passe, des prestations, comment ça, c'est possible. C'est ça, oui. Alors, deux types de prestations sur les études ergonomiques. Donc, c'est soit les SPST, un service de prévention santé au travail, qui vont les faire. L'AGFIP en fait également. Et là, pour le coup, alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est pour tous les salariés. Tous les salariés, il faut juste... Il faut présenter quand même des troubles musculo-squelettiques pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement à l'étude ergonomique. C'est ça, mais c'est pas forcément... alors, je l'avais noté, parce que c'est pas forcément une... alors, l'aménagement... Où est-ce que j'ai noté ça Zut. Il y a des critères, mais c'est des critères assez larges. Alors, donc, soit il faut avoir une reconnaissance travailleur handicapé, où il faut faut avoir identifié des contraintes spécifiques. Donc, c'est le médecin du travail qui va venir identifier un certain nombre de contraintes
pour le salarié à sa D'accord. reprise. Et du coup, rien qu'avec ces quelques contraintes-là, il peut bénéficier d'une prestation d'études ergonomiques. Voilà. Et Donc ça, c'est demandé à qui ou comment est-ce qu'on procède pour demander cette étude? Donc, dans le guide maintien en emploi, donc là, on peut demander à la GFIP, à Cap Emploi, France Travail également. Les missions locales, en tout cas, sont censées être au courant. Alors, le meilleur interlocuteur, ça reste les SPST, donc Intermetra ou SISTBI. Et puis, il y a la cellule PDP, donc c'est prévention de la désinsertion professionnelle de la CGSS. Mais du coup, les cellules PDP, elles sont rattachées au SPST. Donc, si vous demandez à votre médecin du travail... Donc, c'est médecin du travail, SPST en priorité. Voilà. Et puis après, du coup, alors, et Cap Emploi aussi. Cap Emploi. Le fait et a des ergonomes dans son personnel. Enfin, là, pour le coup, ils sont pleinement opérationnels. Et puis, il y a aussi la possibilité de le demander directement aussi à la GFIP. Ça peut être fait. Pour la fonction publique, donc c'est le FIP-HFP. Mais pareil, il y a l'équivalent de l'étude ergonomique. Ça peut être demandé. Alors, les outils maintenant pour l'aménagement du poste de travail, qu'est-ce qu'on peut en dire sur cette obligation que peuvent avoir les employeurs, même d'aménager un poste de travail qui soit adapté? C'est la fameuse obligation d'aménagement raisonnable, dont je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est le défenseur des droits qui a rédigé le chapitre et qui est allé beaucoup plus loin en proposant du coup différents petits exemples sur ce qui pourrait être des aménagements raisonnables et des aménagements qui ne vont pas venir ajouter une discrimination supplémentaire pour le porteur de handicap ou la personne qui a des troubles musculo-squelettiques. Donc ça, c'est vraiment spécifique à La Réunion. Et puis, on a des outils un peu plus généraux, enfin en tout cas qui ont été faits au niveau national, au niveau de l'ANACT. En fait, on a publié un guide sur le travail des seniors. Et du coup, sur ce guide, il y a vraiment deux ressources principales. Donc, il y a le guide que voici, qui est pareil, téléchargeable, imprimable, facile à lire, sous forme de petites fiches, et qui permet de faire un point sur où on en est dans son entreprise. Alors, quand on parle de travail des seniors, je vois là, c'est 55 ans et plus, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et du coup, alors c'est toute la difficulté. 55 ans et plus, et là pour la Réunion. En gros, au niveau national, on a 60% des 55 ans et plus qui sont en activité. Nous, à La Réunion, ici, on a quand même quelques difficultés à les identifier et savoir où ils sont. Et du coup, là, sur 2024, sur toutes les entreprises que nous avons rencontrées à l'ARACT Réunion, on a essayé d'identifier où étaient les personnes de 54 ans et plus. Et du coup, on n'a que c'est 18% de personnes de 55 ans, enfin de 54 ans et plus qui sont en activité à La Réunion. D'accord. Donc ce sont des chiffres, si on les met en rapport avec les chiffres, on va dire... on est largement en dessous du niveau national. Alors déjà qu'au niveau national, on était largement en dessous du niveau européen. Mais là, nous... Donc les personnes... Bon, alors là, si on met ça au regard donc c'est l'emploi des seniors, si on peut dire. Si on met ça au regard des troubles musculo-squelettiques ou des problématiques liées aux risques psychosociaux, est-ce que là il y a un rapport ou est-ce que c'est parce que finalement on est dans une société où l'emploi pose problème? Il y a de moins en moins d'emplois. Alors, c'est pas que l'emploi pose problème, mais les conditions d'emploi, oui, à mon avis, posent problème. Et ce qu'on peut mettre en rapport, c'est les données sur les inaptitudes. Je vous ai montré tout à l'heure. Oui. Quasiment 50% des inaptitudes concernent les plus de 50 ans. Oui, ce sont quand même des chiffres intéressants. C'est intéressant peut-être d'explorer. Peut-être qu'on aura l'occasion d'ailleurs d'explorer cette thématique-là en particulier à une période où on demande effectivement, notamment pour l'âge de la retraite,
à prolonger de plus en plus loin. Il y a quand même une sorte de paradoxe entre ce que l'on observe et ce qui serait souhaité au niveau politique. Alors, il y a un paradoxe à l'instant T, aujourd'hui, oui. Après, l'idée, c'est qu'on met en place un maximum de mesures de prévention pour justement prévenir cette usure professionnelle et favoriser le maintien en emploi. C'est le but de ce guide. Très bien. Et du coup, alors surtout, je vous avais dit, il y avait 2 ressources, ce fameux guide. Et alors, j'ai capturé l'écran là. Il y a un questionnaire qui est associé à ce guide. Donc, vous pouvez aller sur le site de l'ANACT, le guide le guide pratique sur la prévention, sur le travail des seniors, et encore en première page, donc vous pouvez le trouver assez facilement. Sinon, il faut aller dans la rubrique ressources, mais ce n'est pas non plus très difficile de remettre la main dessus. Et du coup, il y a ce fameux questionnaire. Alors, je sais qu'il l'a fait à l'ANACT et elle l'a vraiment super bien fait. Et du coup, ce petit questionnaire va derrière, on va calculer un score. Et en fonction de vos réponses, ça va vous renvoyer directement. En fait, ça permet de faire un petit état des lieux de l'entreprise. Et je vous avais dit, dans ce guide, il y a 5 fiches sur le maintien en emploi, la gestion des compétences, la gestion de fin de carrière également, etc., etc. Et du coup, en fonction de vos réponses à ce questionnaire, ça va venir vous dire quelle fiche il faut privilégier dans votre entreprise. Donc, si c'est la fiche 1, accompagner les fins de carrière. Et puis, vous avez du coup comment faciliter l'aménagement, préparer les départs en retraite. Donc là, vous avez vraiment toutes les ressources qui sont dans le guide. Donc en fait, vous n'êtes pas obligé. Alors, vous téléchargez le guide, vous allez sur le questionnaire, vous faites votre petit état des lieux de votre entreprise. Et du coup, ce petit état des lieux va venir vous dire quelle fiche action privilégie. Alors moi, je l'ai pas mal utilisé à La Réunion. Donc là, il faut que je demande un petit retour du national. Mais il y a une des questions, c'est où êtes-vous si vous êtes à La Réunion ou dans d'autres régions. Donc j'aimerais bien récupérer les données spécifiques à La Réunion, mais c'est parce que je suis très curieux. Alors n'hésitez pas donc à répondre à ce questionnaire, à télécharger le guide, les guides même qui vous ont été présentés. Jean-Noël Amato, nous arrivons à la fin de cette deuxième partie sur les troubles musculo-squelettiques. Donc on est toujours dans le périmètre conditions de travail, qualité de vie au travail. On a parlé d'emploi des seniors. On voit qu'effectivement, il y a peut-être une approche particulière aussi, ou des personnes qui développent ou ont des handicaps, et donc il faut prendre en compte également. Et puis, qu'il y a des handicaps qui peuvent survenir au cours d'une carrière suite à des troubles, des accidents, des troubles musculo-squelettiques qui pourraient apparaître. Donc, de toute façon, à un moment ou à un autre, les entreprises ont intérêt à se mobiliser sur ces questions-là. Clairement, oui. Merci beaucoup. En tous les cas, c'était vraiment très intéressant. Merci Jean-Noël Amato. Bonne journée à toutes et tous et à très bientôt pour un troisième épisode de ces questions sur les questions des préventions des troubles musculo-squelettiques. Bonne journée.